à 4 km sous la surface. Le plus grand défi était la profondeur. Au fond de l'Atlantique, les enquêteurs recherchent les restes du vol Air France 447. C'est une grande compagnie aérienne commerciale. Qu'est-ce que vous faites? L'avion est soudainement tombé du ciel en 4 minutes et demie. 228 personnes ont disparu. Ce fut un véritable choc. Il faut immédiatement contacter le centre de contrôle aérien du Brésil et du Sénégal. Les enquêteurs doivent faire face à une tâche monumentale. Donc il fallait absolument comprendre pourquoi cet accident avait pu se produire. L'explication la plus simple était qu'une bombe l'avait désintégré en plein vol. C'était très envisageable. Les réponses se trouvaient dans l'épave. Mais pour les mettre à jour, Stop, arrêtez. il a fallu des années. Ils devaient faire tout leur possible. Le vol Air France 447 traverse l'océan Atlantique. L'Airbus A330 effectue un vol direct de 11 heures reliant Rio de Janeiro à Paris. Le commandant Marc Dubois, âgé de 58 ans, est aux commandes. Voilà le bulletin météo. Il est pilote de ligne depuis plus de 30 ans et l'un des commandants les plus expérimentés d'Air France. Pas facile de voir quoi que ce soit avec si peu d'éclairage. Le copilote Pierre-Cédric Bonin a 32 ans. Il vole à bord de l'A330 depuis environ 1 an. Nous atteignons le point Intol. David Robert, le pilote de relève de 37 ans, est en attente. Les 3 pilotes volent par quart afin de rester vigilants. 216 passagers se trouvent sur ce vol de nuit, dont l'homme d'affaires canadien Brad Clemmes. J'étais au téléphone avec mon frère le dimanche matin. Nous avons discuté de nos enfants et je lui ai parlé jusqu'à ce qu'il monte dans l'avion. Il était toujours dans les airs, il voyageait tout le temps. Il en avait l'habitude et je pense même qu'il aimait ça. Tandis que le pilote automatique maintient l'avion à une altitude de 35 000 pieds, Air France 447. Air France 447, à vous. l'équipage communique avec le contrôle aérien brésilien. Air France 447, contactez le centre de l'Atlantique. Alors qu'il vole, un ordinateur de bord surveille les moteurs, l'hydraulique et d'autres systèmes. Ces rapports d'activité sont directement transmis au siège d'Air France. Toutes les 10 minutes, l'ordinateur transmet la position de l'avion ainsi que des données de maintenance. Ces messages de maintenance ont pour objectif tout simplement d'aider les équipes au sol qui attendent l'arrivée de l'avion, d'aider ces équipes à préparer les interventions qui seront éventuellement nécessaires sur l'avion avant qu'il reparte. Atlantico, Atlantico, ici Air France 447 pour Atlantico. Air France 447, ici Atlantico, à vous. Après 3 heures de vol, le commandant signale qu'il atteint un point de navigation au large des côtes du Brésil. Air France 447, j'atteins le point Intol. Maintenez le niveau de vol 350. Bien compris. Il y a quelque chose qui nous attend droit devant. Oui, j'ai vu ça. À 1h49 du matin, l'A330 quitte la surveillance radar brésilienne et entre dans une zone de communication morte au milieu de l'Atlantique. Deux heures plus tard, un contrôleur aérien au Sénégal tente de contacter l'appareil. Air France 447, ici Dakar. Vous me recevez? À vous, Air France 447. Ne pouvant joindre l'équipage, il alerte Air France. Dakar à Air France, avez-vous des nouvelles de l'AF 447? Négatif.
Patientez un instant, s'il vous plaît. Personne n'a de nouvelles de l'équipage du vol 447. Les derniers 24 messages de maintenance transmis par l'avion remontent à plusieurs heures. Un technicien de la maintenance d'Air France essaie de prendre contact, mais son message échoue. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que le système de communication est en panne. La radio HF n'est pas très fiable, surtout la nuit. Tout le monde espérait, du moins pendant un moment, que c'était juste un léger problème de communication. Alors que l'avion aurait dû atteindre l'espace aérien français, les contrôleurs tentent toujours d'établir le contact. À Paris, à l'aéroport Charles de Gaulle, l'heure d'arrivée est passée et toujours aucun signe du vol 447. À cette heure-ci, l'A330 devrait être à court de carburant. La compagnie aérienne avertit les familles. L'avion s'est certainement crashé en mer. J'avais l'infime espoir qu'il ait embarqué sur un vol différent parce que nous ne pouvions pas confirmer à 100% qu'il avait pris celui-ci. Ça nous a donné un peu d'espoir. L'après-midi du 1er juin, le monde apprend que le vol 447 Rio-Paris a mystérieusement disparu. Ça a été un choc pour moi, comme pour l'ensemble de l'industrie, de savoir qu'un avion aussi moderne que l'Airbus A330, exploité par une compagnie aérienne telle qu'Air France, pouvait tout simplement disparaître sans prévenir. Les recherches sont lancées afin de retrouver l'avion et d'éventuels survivants. L'avion avait disparu depuis 11 ou 12 heures, sans aucune trace ni aucun indice. C'est l'un des pires accidents de l'histoire de l'aviation commerciale. Un avion de ligne sophistiqué a disparu. 228 personnes sont présumées mortes. Je leur ai dit la vérité, c'est-à-dire que les perspectives de retrouver des... Le président français Nicolas Sarkozy annonce qu'il n'y a presque aucune chance de retrouver des survivants. Il incombe désormais au BEA, le bureau d'enquête et d'analyse, de résoudre le mystère. Il doit rapidement apporter des réponses. Donc il fallait absolument comprendre pourquoi cet accident avait pu se produire sur cet avion et dans cette compagnie aérienne. Là-bas, merci. Alain Bouillard est l'enquêteur désigné. Ce pilote et ingénieur aéronautique a près de 20 ans d'expérience en tant qu'enquêteur d'accidents aériens. Ayant fait d'autres enquêtes importantes comme Concorde, j'étais conscient qu'une enquête est difficile, mais j'étais serein et je me suis entouré de personnes qui avaient la capacité à m'apporter toutes leurs compétences dans ce domaine. L'ingénieur français des systèmes avioniques, Léopold Sartorius, se joint à l'équipe dès le premier jour. On s'attendait dès le début à une enquête longue, compliquée. Il faut immédiatement contacter le centre de contrôle aérien du Brésil et du Sénégal. L'objectif numéro 1 est de retrouver les restes du vol 447. Il avait disparu en dehors des écrans radars, sans message de détresse, et pendant plusieurs jours, aucune trace à la surface de l'océan. Voici leur dernière position. Des messages de position envoyés par l'avion toutes les 10 minutes qui nous ont permis de finalement d'être assez sûr de la zone, une zone assez large où pouvait se trouver l'avion. Sartorius ne sait pas dans quelle direction l'avion volait après l'envoi du dernier rapport. Il ne connaît que sa vitesse de vol. La zone de recherche est immense. Je propose de commencer ici. Des milliers de kilomètres carrés d'océan. Les forces aériennes et navales scrutent l'océan à la recherche du moindre indice. Finalement, après 5 jours de recherche, un pilote brésilien repère quelques débris flottants. Ce sont ceux de l'A330, mais pas de survivants. Cette macabre découverte dissipe tous les doutes au sujet de l'accident.
tous les passagers du vol 447 sont morts. Le monde s'écroule subitement. C'est absolument horrible. Mon frère était une personne merveilleuse et nous étions très proches. C'est la chose la plus horrible qui puisse vous arriver. Les familles des 227 autres passagers du vol attendent désormais des réponses. Qu'est-ce qui peut bien faire chuter un Airbus de 35 000 pieds? Rien. La perte d'un avion en croisière est toujours quelque chose d'extrêmement rare et nous sommes plus habitués à traiter des événements qui ont lieu lors de décollage ou lors d'atterrissage. Donc cet événement appelait beaucoup de questions. Un des scénarios les plus inquiétants soulevait l'éventualité d'une attaque terroriste meurtrière. Je pense que le scénario terroriste était hautement plausible. Tout simplement parce que c'était un avion très sophistiqué, avec un très bon niveau de sécurité. L'explication la plus simple était qu'une bombe l'avait désintégré en plein vol. C'était très envisageable. Les courants de l'Atlantique ont dispersé les débris flottants de l'avion sur plus de 500 km². Chaque pièce récupérée est soigneusement cataloguée, photographiée et envoyée à terre pour analyse. Mais c'est de l'épave perdue au fond de la mer dont les enquêteurs ont le plus besoin, là où se trouvent les précieux enregistreurs de vol. Si nous ne retrouvons pas les enregistreurs de vol, nous ne comprendrons jamais ce qui s'est passé. Les deux enregistreurs de vol stockent des informations importantes. Air France 447. Air France 447, à vous. Comme les dialogues et les activités des pilotes pendant le vol. Air France 447, contactez le centre de l'Atlantique. Les précieuses boîtes noires sont équipées d'une balise de détresse qui permet aux enquêteurs de les trouver n'importe où, même sous l'eau. Mais le temps est compté, car la balise n'émet des signaux que pendant 30 jours. De plus, l'océan Atlantique peut atteindre 4 à 5 000 mètres de profondeur, plus profond encore que l'endroit où repose le Titanic. Les techniciens guettent le signal. Il faudrait être juste au-dessus. Tandis qu'ils sillonnent une zone de recherche de 17 000 km². Était tombé, c'était une zone immense. Nous avions engagé une véritable course contre la montre pour pouvoir travailler dans les délais de 30 jours. Alors que le BEA recherche les boîtes noires au fond de l'océan, d'autres membres de l'équipe étudient le seul indice disponible et exploitable. Je vais afficher tous les messages qu'ils ont envoyés. Les 24 messages de maintenance envoyés par le système d'échange de données techniques avion-sol en temps réel, l'ACARS. C'est la première fois que nous disposions de données ACARS pour un accident d'avion de ligne moderne. Les messages ACARS sont très techniques. Ils ne révèlent pas ce que l'équipage a vu, dit ou fait pendant le vol. D'avoir que des messages de maintenance pour travailler, c'est vraiment inhabituel. Donc c'était vraiment des informations parcellaires et qui nous donnaient en fait très peu d'informations. Mais ils fournissent une piste intéressante. Il y a eu un problème avec les tubes pitot. L'un des messages de maintenance constate une défaillance dans le dispositif qui mesure la vitesse, le tube pitot. C'est vraiment la première pièce du puzzle que ces messages ACARS nous ont donné. On savait qu'il y avait eu des problèmes de bouchage de tubes pitot. Les tubes pitot sont de petits capteurs cylindriques fixés à l'extérieur de l'avion. Quand l'air traverse ces tubes, ils calculent la vitesse. Mais les tubes pitot se bloquent parfois temporairement. Dans un environnement avec des cristaux de glace très denses,
tous les cristaux ne rentrent dans le tube et finalement empêchent l'air de rentrer à la place. Air France, comme d'autres compagnies aériennes, était en passe de remplacer les tubes Pitot afin d'éviter ce genre de problème. Les tubes étaient constamment gelés. C'était certainement gênant, mais pas dangereux. Un tube Pitot gelé n'est pas considéré comme catastrophique. Perdre un tube Pitot ne provoque pas la chute d'un avion. Les pilotes connaissaient le problème et savaient y répondre. La compagnie avait diffusé auprès de ses pilotes un OSV, un bulletin d'information décrivant le phénomène et la conduite à tenir. Regardez un peu ça. Bouillard conclut que le gel des tubes Pitot n'explique pas le crash. Il y a forcément autre chose. Ces données n'aident pas beaucoup. Nous avions eu ces certitudes très vite et qu'il nous fallait chercher ailleurs. Les tubes Pitot congelés sont mis hors de cause. Bouillard se demande alors si les conditions météorologiques extrêmes peuvent avoir joué un rôle. De très fortes turbulences peuvent endommager, voire être à l'origine de la perte d'un avion par la rupture d'une aile ou la défaillance de système. Les enquêteurs envisagent la possibilité que le vol 447 ait volé dans des conditions météorologiques assez violentes pour le faire chuter. La turbulence était un élément dans lequel on pouvait trouver l'origine de l'accident. Altitude, nous sommes maintenant à 33 000 pieds. Poussée maximale. Même à cette altitude, les pilotes auraient été incapables de récupérer un décrochage provoqué par une violente tempête. L'avion aurait été mis en pièces. Sur un avion, le danger principal de la turbulence, c'est une rupture structurelle, c'est-à-dire de perdre un morceau de gouverne ou perdre une aile, on va dire, à l'extrême. Et ça conduit forcément à la perte de l'avion. Il me faut plus de données météo. Les rapports des pilotes, les images satellites, tout. Le vol 447 a disparu dans une région instable, où les alizés venant des deux hémisphères convergent et créent de violents orages. Il était dans la zone de convergence intertropicale avec souvent de très fortes turbulences. Cette nuit-là, d'autres avions ont changé d'itinéraire afin d'éviter les tempêtes dans la région. Mais quelles conditions météo le vol 447 a-t-il rencontré? Quelles étaient les conditions réelles? Quel était l'environnement réel de cet avion? C'était une véritable question. Au-delà des turbulences, les orages présentent d'autres menaces à la sécurité aérienne. La foudre pourrait avoir provoqué l'accident. Messieurs, nous perdons tous nos instruments. Si toutefois il devait y avoir un défaut d'isolation de l'avion et que des systèmes étaient perturbés, on aurait très probablement eu des problèmes sur beaucoup plus de systèmes que ça n'a été le cas. La foudre a-t-elle causé la chute du vol 447? Jusqu'ici, Bouillard ne dispose que de débris flottants et de gilets de sauvetage inutilisés. Ces derniers indiquent que les passagers n'ont pas eu le temps de les mettre. La récupération des gilets de sauvetage dans leur emballage d'origine nous a permis de comprendre que l'événement s'était passé de façon très vite et que les passagers n'avaient pas été préparés à cet impact avec la surface de l'eau. Les gilets de sauvetage non ouverts indiquent une catastrophe soudaine. Mais d'autres débris suggèrent tout le contraire. La récupération de l'empennage était un élément très important. Les caractéristiques de la fragmentation peuvent révéler des indices importants sur le moment où la queue a rompu. La nature des ruptures était tous statiques. Il n'y avait pas de traces de fatigue. Ceci a dû arriver quand il a heurté la surface de l'eau. Cet empennage était fixé au fuselage au moment de l'impact, qu'il ne s'était pas rompu en vol. Si l'A330 a percuté l'eau en une seule pièce, les théories d'une bombe à bord ou d'une forte turbulence ne tiennent plus.
les enquêteurs sont encore loin de résoudre le mystère. Trois semaines sont passées depuis que le vol 447 a disparu dans l'océan Atlantique. Dans quelques jours, les balises de localisation n'émettront plus. Avec seulement quelques débris flottants à examiner, les experts se penchent alors sur une section des galets du vol 447. Je pense que la pression était verticale, comme ça. Ils font une découverte importante. L'avion aurait atterri à plat et à grande vitesse. L'examen des galets confirmait la force de l'impact vertical lors de son contact avec la surface de l'eau. Tout a été aplati à l'intérieur de l'avion, comme une voiture dans un broyeur. Ils ont découvert que l'avion n'avait pas plongé le nez dans la mer, mais qu'il avait percuté la surface de l'eau à plat. Personne ne comprenait comment cela avait pu arriver à un avion de ligne aussi moderne. Dans ces conditions, retrouver les enregistreurs était essentiel pour comprendre et expliquer pourquoi cet accident était arrivé. Après 30 jours de recherche en mer, il n'y a aucun signe de l'A330. La balise de localisation est présumée perdue. Bouillard se tourne alors vers la haute technologie sonar. Dorénavant, nous ne pouvions plus utiliser que des sonars pour pouvoir détecter les masses métalliques au fond de l'océan et d'avoir une chance de localiser l'épave. Mais les montagnes et les vallées sous-marines abruptes rendent le sol océanique difficile à explorer. La zone de recherche était phénoménale, gigantesque. Elle était à peu près de la taille de la Suisse avec un massif montagneux semblable aux Alpes. C'était comme chercher une aiguille dans une meule de foin. Après, on ira là. Après des mois d'efforts, les chercheurs ont balayé plus de 22 000 km² de fond marin sans rien trouver. L'absence d'enregistreurs de vol et d'épave a été ressentie comme un grand moment de frustration et un échec de l'enquête technique. Pour nous, il était inconcevable qu'en 2009, un avion de ligne puisse disparaître sans laisser de traces, sans que nous puissions comprendre ce qui s'était passé, ni pourquoi 228 personnes avaient perdu la vie. Déterminés à réussir, les enquêteurs se tournent alors vers les sous-marins automatisés qui ont servi à localiser le Titanic. C'est probablement la première fois que les AUV fouillaient les fonds marins à la recherche de quelque chose d'aussi petit. Un avion peut paraître énorme lorsque vous vous tenez à côté de lui, mais dans l'océan, c'est une cible minuscule. Pourtant, aucun signe de l'épave au fond de la mer. C'est comme si l'avion avait mystérieusement disparu. « 18 mois après le crash, Bouillard réalise que les chances de retrouver l'appareil sont de plus en plus minces. À la fin 2010, nous avions déjà dépensé 22 millions d'euros pour les recherches sous-marines. Poursuivre les recherches coûterait des millions supplémentaires, sans aucune garantie de succès. Nous n'étions pas sûrs de retrouver l'épave, nous n'étions pas sûrs de retrouver les enregistreurs, et nous n'étions pas sûrs, ayant retrouvé les enregistreurs, de pouvoir le lire. Il n'est pas prévu qu'une boîte noire puisse séjourner pendant 2 ans dans l'eau aussi profondément et continuer à fonctionner. Les boîtes ont peut-être déjà été écrasées par l'énorme pression sous-marine. À 4000 mètres sous la surface, la pression est de 1300 kg par centimètre carré. Les enquêteurs étaient-ils en train de mener une bataille perdue d'avance? Près de 2 ans après la catastrophe, les recherches de Bouillard n'ont presque rien donné. Aucun débris significatif et pas de boîte noire. Mais il refuse d'abandonner. Nous devons continuer. Nous trouverons les boîtes, j'en suis certain. Le BEA, qui avait la tâche de découvrir ce qui s'était passé, tenait absolument à retrouver les boîtes noires.
C'était inimaginable pour Airbus de ne pas connaître avec certitude la cause de cet accident. Ils ne pouvaient pas se contenter de théories. Les familles des victimes attendent elles aussi des réponses. Ces boîtes représentaient les réponses que nous attendions tous pour comprendre. Et nous étions déterminés à mettre autant de pression que possible sur les autorités pour veiller à ce que les recherches continuent. Le 25 mars 2011, le BEA lance une dernière recherche. L'AUV parcourt de nouveau le fond de l'océan. Il se concentre sur un périmètre de 37 km autour de la dernière position connue de l'avion. L'AUV n'est pas relié au bateau. Une fois qu'il est lancé, il exécute sa mission de 20 ou 24 heures de manière complètement autonome. Si le temps tourne à l'orage, l'AUV poursuit sa mission sans s'en soucier. Une semaine plus tard, un submersible capte l'image sonore d'une énorme masse au fond de l'océan. Le pari de Bouillard s'est peut-être avéré payant. Ça ressemble à un avion. L'équipage envoie immédiatement un autre submersible pour prendre des images numériques haute résolution. Je croyais ne jamais voir ce jour. L'équipage envoie les images directement à Bouillard, qui se trouve à Paris. Il a consacré 2 ans de sa vie pour obtenir ce résultat. J'y crois pas. On l'a enfin. Le moment de l'envoi des photos était quelque chose qui était attendu depuis 2 ans et quelque chose qui procure des émotions indescriptibles, très fortes. Le 3 avril 2011, l'épave du vol Air France 447 a finalement été retrouvée. Elle repose à une profondeur de près de 4000 mètres, 12 km au nord de la dernière position signalée de l'avion. D'avoir déjà localisé cette épave était quelque chose d'exceptionnel et de très fort dans la vie d'un enquêteur. Le site de l'accident étant identifié, une seconde étape commence. Un opérateur guide un submersible robotisé dans les profondeurs à la recherche des 2 boîtes noires. Ça ressemblait à une décharge avec des débris d'avion un peu partout. Il y avait des morceaux de carlingue posés les uns sur les autres, les moteurs, toutes sortes de choses éparpillées dans tous les sens. Les jours passent sans aucune trace des enregistreurs. Les enquêteurs savent que même s'ils trouvent les boîtes, celles-ci pourraient s'avérer inutilisables après 2 années passées sous l'eau. Nous ne savions pas si l'enregistreur de données de vol et l'enregistreur de voix allaient fonctionner. Puis les efforts de Bouillard sont enfin récompensés. Arrêtez là. Zoomez là-dessus. Incroyable, absolument incroyable. Tout ça, ce sont des moments qu'il est difficile de décrire, mais des moments qu'on ne peut pas oublier dans notre carrière. Un sous-marin sans pilote récupère d'abord l'enregistreur de données de vol, puis l'enregistreur de voix. Une fois les enregistreurs remontés, les gendarmes les ont placés dans des boîtes qu'ils ont scellées. Sur le pont, tout le monde retenait son souffle. La mission avait été remplie. C'était un sentiment extraordinaire. Les gendarmes français escortent les 2 enregistreurs jusqu'au laboratoire de Léo Sartorius à Paris. Après d'innombrables heures de recherche et de théorisation, le monde allait peut-être enfin comprendre ce qui s'était passé à bord du vol 447. Ces boîtes étanches étaient-elles en mesure de dévoiler les réponses tant espérées?
Le souci majeur, c'était de faire la fausse manœuvre qui aurait entraîné la perte des informations. Les boîtes doivent être manipulées avec une extrême précaution. Un faux mouvement et les 2 années de recherche qui ont coûté près de 32 millions d'euros seraient vaines. En ouvrant le boîtier de protection de l'enregistreur de voix, les experts retirent soigneusement la carte mémoire de l'intérieur. Le cas le pire aurait été que certaines mémoires aient elles-mêmes été cassées. Les composants physiquement aient été cassés. C'est pas bon. Vous voyez les dégâts? Les émetteurs semblent cassés. On s'est vite aperçu qu'il y avait des petits composants qui étaient cassés, et donc on n'était pas sûr que tout était en état de marche. Sans cet enregistreur, il est tout simplement impossible de savoir ce qui s'est passé dans le cockpit juste avant le crash. Ou bien de savoir qui pilotait l'avion. Regardez la carte FDR. Un examen attentif de la 2e boîte, l'enregistreur de données de vol, apporte de meilleures nouvelles. Elle est bonne. Pas de problème. Je crois qu'on s'est tous regardés en disant mais c'est incroyable. C'est incroyable. Qu'il soit dans cet état-là, c'est incroyable. La carte avec les mémoires était en excellent état et on a pu lire les données très rapidement. Tandis que les techniciens tentent de réparer l'enregistreur de voix, Sartorius relève soigneusement les données de vol. Il volait en toute sécurité à 35 000 pieds. Le FDR révèle que les tubes pitot ont bel et bien gelé. Ensuite, les tubes pitot gèlent ici. La congélation de ces tubes produit des lectures de vitesse incohérentes, provoquant l'arrêt du pilote automatique. Le pilote automatique s'arrête et le pilote prend les commandes de l'avion. L'alarme qui met en garde les pilotes est si forte qu'elle peut avoir un véritable effet de surprise. Et c'est ce qui s'est passé pour ces pilotes. Ils ont été surpris. Leur réaction à cet avertissement est la clé de tout ce qui va suivre. Les pilotes savaient qu'un tube pitot congelé se débouchait en moins d'1 minute. Les pilotes ont dû faire face à ce problème d'obstruction de tube pendant 56 secondes. Ensuite, les lectures de vitesse sont redevenues normales. Le pilote n'a qu'à maintenir l'avion stable et le problème disparaîtra. L'avion ne sait pas que vous n'avez pas les bonnes mesures de vitesse. Tout ce qu'il veut, c'est poursuivre sa route avec la même altitude pour maintenir son niveau de vol. Mais il perd la stabilité de l'appareil. Au lieu de cela, le pilote aux commandes choisit de cabrer l'avion. Il a paru, à la déconnexion du pilote automatique, des actions à cabrer de forte amplitude par le pilote en fonction. L'avion a pris 2500 pieds de plus. Si vous faites cabrer un avion, il va monter en altitude, mais aussi ralentir. Leur vitesse a chuté de plus de 170 km/h en moins d'1 minute. Ce qui a déclenché l'alarme de décrochage. Cette situation d'action à cabrer à cette altitude ont amené très rapidement l'avion dans une situation de décrochage. Dans un décrochage aérodynamique, les ailes perdent leur portance et l'avion tombe du ciel. C'est les actions des pilotes qui ont amené l'avion au décrochage. Ils sont tombés à plus de 12 000 pieds par minute. Le pilote a persisté dans sa manœuvre, alors qu'il aurait dû faire piquer le nez de l'avion pour regagner de la vitesse et redresser l'appareil. Plus vous cabrez l'avion, plus vous perdez de la portance, c'est un fait. Et c'est ce qui s'est passé pour le vol 447 d'Air France. On avait un avion qui était pratiquement en train de tomber comme une pierre. Seul l'enregistreur de voix peut révéler pourquoi les pilotes ont agi de telle sorte. Dans notre laboratoire, il y a eu quelques heures d'angoisse, puisque nous n'étions pas sûrs de pouvoir lire les enregistreurs. Après tous ces efforts, tout cet argent dépensé... Il va marcher? Je sais pas. Les enquêteurs sont dos au mur. Il ne leur reste qu'un seul et infime espoir d'apporter des réponses à la pire catastrophe de l'histoire d'Air France.
Tous leurs efforts dépendent maintenant des réparations effectuées sur un petit appareil électronique. Le moment de vérité. Air France 447. Air France 447, à vous. Go ahead. Air France 447, contactez le centre de l'Atlantique. Air France 447 à Atlantico. 40 minutes avant l'accident, le commandant Dubois est dans son siège. Air France 447, ici Atlantico, à vous. Air France 447, position Intel. Le CVR nous a permis de comprendre qui pilotait l'avion, qui surveillait les paramètres. Maintenez le niveau de vol 350. Ok. Bien compris. Le copilote, Pierre-Cédric Bonin, est assis dans le siège de droite. Il y a quelque chose qui nous attend droit devant. Oui, j'ai vu ça. Les pilotes se dirigent vers une tempête. On pénètre la zone nuageuse. En temps normal, l'équipage choisirait de survoler la tempête. Mais à cette étape du vol transatlantique, cela pourrait s'avérer dangereux. Ce serait bien si nous pouvions grimper maintenant. Ouais. À 35 000 pieds, l'air extérieur est trop mince pour que l'avion, avec son plein de carburant, puisse monter davantage. Les pilotes n'ont que deux choix. Aller tout droit à travers la tempête ou essayer de la contourner. Vous avez pu dormir? À peine. Bien, je vous laisse les commandes. Le commandant Dubois prend sa pause planifiée. Le copilote David Robert prend le relais du commandant plus expérimenté. Robert a près de 4000 heures de vol de plus que l'autre copilote présent dans le cockpit. Le copilote Robert est dans le siège de gauche. Bonin est le pilote aux commandes dans le siège de droite. Les enquêteurs savent désormais que quelques minutes avant l'accident, le commandant a quitté le poste de pilotage. Vous ne voulez pas virer légèrement à gauche? Mais il est difficile de déterminer lequel des deux pilotes est aux commandes. Pardon? Vous pouvez aller légèrement vers la gauche? Lorsque le commandant de bord a quitté le cockpit, les deux pilotes n'ont certainement pas agi comme si l'un d'eux était aux commandes et l'autre au soutien. La situation confuse devient critique lorsque l'avion heurte une colonne de cristaux de glace dans le nuage. Les cristaux martèlent l'avion. La glace bouche les tubes pitot. Les cristaux de glace remplissent les tubes pitot. Les lectures de vitesse ne sont plus valables. Les pilotes ne savent donc plus à quelle vitesse ils volent. Le pilote automatique se déconnecte. J'ai les commandes. Qu'est-ce que c'est? L'alarme de décrochage retentit et Bonin cabre l'avion. Les enquêteurs découvrent alors qui a provoqué le décrochage. Le copilote Bonin tire sur le manche et l'avion décroche. Chose incroyable, aucun des pilotes ne comprend pourquoi l'alarme retentit. Robert ne comprend pas ce qui se passe. Il voit l'avion monter et remarque la chute de vitesse. Il le dira d'ailleurs très clairement. Nous avons perdu de la vitesse. Pour gagner de la vitesse, l'avion doit piquer du nez. Mais pour une raison inexpliquée, Bonin cabre l'appareil en tirant sur le manche. D'accord, d'accord. Je redescends. Arrête de tirer, il faut piquer. Les pilotes ont du mal à reprendre le contrôle de l'avion. Ils semblent paralysés par leur propre confusion. Ils font tout de travers. C'est pourtant évident.
Prêt à tout pour sauver ses 216 passagers, le copilote David Robert convoque le commandant. Bonin augmente la poussée à la puissance maximale, mais sans résultat. Vous comprenez ce qui se passe? Je perds le contrôle de l'avion. Quand ils arrivent là, ils tombent à plus de 6200 pieds par minute. Il leur reste environ 2 minutes pour comprendre ce qu'il se passe. Le copilote Robert décide de prendre les commandes. Commande à gauche. Il essaie de faire piquer le nez de l'avion vers le bas, une manœuvre vitale pour sortir d'un décrochage. Mais Bonin continue de tirer sur le manche. Ils peuvent utiliser leur mini-manche en même temps. Si les deux vont dans des sens différents, ils vont avoir tendance à s'annuler l'un l'autre. Le fait que ces deux pilotes opéraient de manière différente, et parfois opposée, était tout à fait surprenant. Cela montre bien qu'ils ne coordonnaient ni leurs pensées, ni leurs actions. 90 secondes après le début de la crise, le commandant est de retour. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons perdu le contrôle de l'avion. On comprend plus rien, on a tout essayé. Parce qu'ils ne parvenaient pas à comprendre la situation, ils ont réagi de la façon la plus instinctive. Il leur fallait redonner de l'altitude à l'avion et remonter, donc tirer sur le manche pour arrêter la chute. Dubois analyse les instruments, essayant de trouver la faille. Qu'est-ce qu'on devrait faire d'après vous? Je sais pas, on est en train de chuter. Le commandant n'a pas assez de temps pour évaluer la situation. Nous sommes à 9000 pieds. Remonte, 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 remonte. Je cabre au maximum depuis un moment. Dubois comprend enfin. En tirant sur le manche, c'est le copilote Bonin qui provoque le décrochage. Non, ne montez pas. Au moment où ils ont compris, il était trop tard. Robert n'obtient pas assez de portance pour sortir du décrochage. À 2000 pieds, les capteurs détectent la surface de l'océan et déclenchent de nouvelles alarmes. On va s'écraser. C'est pas possible. Dubois, qu'est-ce qui se passe? L'avion percute l'eau à près de 200 km/h. La première écoute de l'enregistreur de conversation du cockpit a été un moment très fort et qui nous a laissé sans voix. Alain Bouillard, il était tout pâle parce que à ce moment-là, il avait compris dans quel état de détresse s'était trouvé l'équipage pendant les dernières minutes du vol. Durant l'été 2011, les équipes de sauvetage ont récupéré 104 corps de l'épave submergée du vol 447, y compris celui de Brad Clemess. Le corps de mon frère faisait partie de ceux qui ont été repêchés. Cela nous a permis de le récupérer, de l'enterrer correctement et de lui faire nos adieux. C'était très important pour nous. Plus de 3 ans après l'accident, Alain Bouillard annonce que le crash du vol 447 n'a pas été causé par le gel des tubes Pitot, mais par l'incapacité de l'équipage à comprendre et à corriger la situation. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe? Le sentiment général était que ces avions sophistiqués pouvaient voler d'eux-mêmes. Les pilotes n'étaient même pas formés pour piloter ce type d'avion en manuel à haute altitude parce que l'idée était de voler constamment en pilotage automatique. Il n'y avait aucune raison pour qu'ils sachent comment les faire voler. Une nouvelle formation enseigne aujourd'hui aux pilotes comment faire face à une vitesse peu fiable et sortir d'un décrochage à haute altitude. Les compagnies aériennes doivent être prêtes à dépenser plus d'argent pour les formations fondamentales de pilotage manuel et les aptitudes cognitives de leurs pilotes. La catastrophe du vol Air France 447 a montré l'urgence de la situation. Il faut changer cela.